Bonsoir et bienvenue au Couloir du Pouvoir, édition spéciale On cuisine les chefs, en cette dernière édition de l'émission de PQS. Alors ce soir, vous le savez, les députés du Parti bleu et du Parti rouge continuent de débattre jusqu'à ce que dessèchement ultime s'ensuive dans les locaux absolument dégueulasses de l'Assemblée nationale pour ce qui est de la qualité de l'air, pour ce qui est de la qualité de l'air, n'est-ce pas? Mais malgré tout, le PEC achève et donc on a pensé à recevoir en studio les chefs pour qu'ils nous parlent un peu de leur expérience. Donc, du côté des Rouges, on a M. Pierre-Olivier Campagna, Premier ministre du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Et du côté des Bleus, on a également le Premier ministre du Québec, si on se fie au cours de sciences politiques que M. Raymond nous a donné samedi dernier lors de sa conférence de presse. Accessoirement, vous êtes chef de l'opposition officielle, le chef des Bleus, Francis Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez, vous êtes vraiment dans les corridors de la démocratie cette semaine, si on veut. Et donc, qui dit démocratie, dit on va donner la parole au peuple, on va avoir des débats, on va avoir des chocs d'idées. Et un premier choc, je pense qu'on en a eu un samedi dernier, quand, au sortir de l'assermentation des Bleus, on a reçu un communiqué de presse qui nous indiquait que votre sous-ministre à l'Éducation, M. Guillaume Raymond, avait dépensé 500 000 500 000 500 millions. 500 millions, merci de me corriger, dans le programme de bourse. Factuel. Et ce, sans en aviser le gouvernement. Mm-hmm. Et là, vous avez fini par renvoyer M. Raymond, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais malgré tout, vous nous avez répondu en conférence de presse que c'était absolument normal qu'un haut fonctionnaire soit capable de dépenser 500 millions de dollars sans avoir le consentement du gouvernement. Est-ce que 3 jours plus tard, vous êtes toujours du même avis? Oui, absolument. Comme il avait été dit par M. Guillaume Raymond, il avait envoyé l'ordre aux fonctionnaires là, de l'aide financière aux études de liquider le compte. C'était le compte auquel il avait accès pour faire les versements de bourse. Donc, il s'apprêtait déjà à y avoir des versements de bourse aux étudiants qui sont sur l'aide financière aux études. Est-ce que c'est normal? On parle d'un sous-ministre. On nous a même accusé en chambre par la suite. Comment ça se fait qu'un sous-ministre était au courant des chiffres du budget? C'est un sous-ministre. C'est normal qu'il connaisse les chiffres du budget. Je ne sais pas, moi, si par exemple, le ministre de la Famille décide d'injecter 500 millions de dollars demain matin de son plein gré, sans en informer le gouvernement, dans les subventions aux familles. Comment est-ce que vous réagisseriez à cette nouvelle-là? Bon, ça dépend d'abord du sous-ministre. Là. On s'entend, le sous-ministre de l'Éducation, le sous-ministre de la Santé, c'est sûr qu'ils ont un pouvoir beaucoup plus grand parce qu'ils ont des budgets proportionnellement beaucoup plus grands aussi. Là. Le ministère de la Famille ne peut pas déplacer 500 millions de dollars comme ça, qui est presque l'entièreté de leur budget. Sans que ça laisse des traces. OK, là. donc si c'est un ministre de la Santé, par exemple. Mais le sous-ministre de la Santé, effectivement, ou à la grosseur du budget qu'il gère, c'est possible, effectivement, qu'il doit faire un transfert, qu'il doit bouger 500 millions. Et oui, il va avoir besoin de l'appui du gouvernement, mais pas nécessairement le jour même. On ne peut pas suivre toutes les opérations courantes. Puis comme je vous dis, c'est différent dépendamment de la proportion, de la taille du budget, donc du ministère pour lequel ce sous-ministre-là est nommé. Donc on s'entend là-dessus. Malgré que les gens élisent un gouvernement et que ce soit des élus qui aient les deux mains sur le volant pour ce qui en est de diriger les ministères, il y a des sous-ministres qui restent avec un certain pouvoir discrétionnaire. Ça semble peut-être un peu plus loin pour la population, étant donné que c'est pas des élus, mais voilà. Si un élu aussi se retrouve à faire une bêtise, c'est pourquoi... il va être imputable aussi. Exactement, il va être imputable, mais il reste quand même qu'il est élu. Et mais c'est pour ça qu'à ce point-là, on a apporté un projet de loi d'institution démocratique. Voilà, je suis content que vous ameniez l'imputabilité parce que c'est justement ce dont j'aurais aimé parler par la suite. Quand vous étiez Premier ministre, quand vous étiez au gouvernement, je pense que vos projets de loi s'inscrivaient dans ce qu'on pourrait qualifier d'une vaste campagne pour, je pense qu'un de vos ministres avait dit, restaurer la démocratie. Alors on pense à la loi 2. Dans la loi 2, on retrouvait l'instauration d'une nouvelle chambre haute avec un nouveau processus de destitution des élus. Et un projet de loi qui a attiré l'attention encore plus, d'après moi, parce que du côté des Rouges, il y a quand même 1/3 des députés qui ont voté en sa faveur. C'est le projet de loi 3 sur la propagation du savoir. Et je me demandais simplement pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour se développer un esprit critique d'avoir autant d'heures passées en philologie, en philosophie, en littérature. Vous ne pensez pas que ça pourrait décourager certains élèves qui sont déjà sur le bord de décrocher à l'école? Oui, c'est pour ça qu'il y a des blés.
Puis à l'inverse, les bureaux de lutte à l'échec scolaire. Donc oui, c'est exactement ça. C'était un questionnement qu'on se dit, si on augmente les exigences, c'est sûr et certain qu'on va augmenter pour des gens, parce qu'on s'entend, on n'est pas tous nés intellectuels, on a tous des capacités évidemment d'apprendre, mais tout dépend évidemment du milieu. C'est pas tout le monde qui a la chance de naître dans de la WAC, et c'est pourquoi on avait instauré des blés avec les fonds qui étaient nécessaires pour donner la chance à tout le monde de réussir. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des études qui disent que le système académique tel qu'on le connaît, il est tout simplement pas fait pour tout le monde? Il y en a pour qui c'est pénible d'aller à l'école, apparemment. Les spécialistes qui existent dans le domaine de l'éducation pour en connaître personnellement énormément, je peux vous assurer que ces gens-là sont capables de prendre en charge les gens de tout milieu, de toute situation psychologique, de toute situation sociologique, et d'être capable d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, puis d'être capable d'aller chercher les compétences pour lesquelles on considère que c'est mieux en société. Mais là, il faut beaucoup de ressources. Pour ce qui est des connaissances classiques, peut-être pour terminer mon intervention, pour ce qui est des connaissances classiques et philosophiques, philologiques, on parle de rendre des gens qui vont pouvoir s'adapter dans leur société. C'est-à-dire, on ne veut pas tout simplement leur donner un étendu, un bagage de connaissances, mais des connaissances qui ne s'appliquent pas au niveau pratique, des connaissances qui, au bout de quelques années ou de plusieurs décennies, lorsqu'on arrive dans notre plus vieux temps, on n'est pas capable de remettre à jour ces connaissances-là. Donc, on parle de donner des outils. On parle, dans le fond, aux gens d'apprendre à apprendre. Très bien. Et du côté des Rouges, justement, on a parlé de connaissances anciennes. Je me rappelle votre critique pour ce projet de loi-là avait commencé le débat en disant que c'était pas si grave que ça, dans le fond, si lui ne savait pas comprendre une phrase en latin. On aurait pu penser que votre caucus était très opposé à ce projet de loi-là. Et finalement, il y a un tiers de votre caucus qui a voté en faveur. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement de situation-là? Bien, d'abord, il y a eu une commission parlementaire dans laquelle il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été proposés par l'opposition rouge à l'époque, qui ont été bien acceptés par le gouvernement bleu. Sinon aussi, on a amené ce côté-là que oui, c'est pas obligatoire de connaître le grec, de connaître le latin, sauf que ça n'en fait pas une mauvaise chose non plus. Dans le sens, ce que le critique voulait dire, c'est que si quelqu'un finit par ne pas apprendre le grec, si quelqu'un finit par décrocher, les blés ne seront pas capables de le garder, ça ne devient pas une mauvaise personne pour autant qu'on doit exclure de la société. Il y a eu un autre revirement de situation. Les Bleus ont quitté le pouvoir. Ce sont les Rouges qui ont été amenés à former le gouvernement. Et cet après-midi, la ministre Gobeil a déposé son budget. C'est un budget qui a été qualifié de chemin vers la prospérité à maintes reprises. Et je pense que du côté des Bleus, ça a fait grincer les dents de certaines personnes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, principalement, vous ne voyez pas ça, vous, comme un chemin vers la prospérité? Je vous dirais qu'à priori, ça a fait grincer les dents, puis qu'après ça nous a fait rire à gorge déployée lorsque ma critique, la critique Mme Gabrielle-Trudeau, y a été par de simples exemples en chambre, mais un autre et après un autre. C'est simple, ça respecte tout simplement pas l'idéologie qui était portée par le gouvernement rouge. Là. On parle on veut réduire la dette, et lorsqu'on joue avec les erreurs et qu'on corrige toutes les erreurs, on se retrouve avec un budget déficitaire. Ça va absolument à l'encontre de l'idéologie des Rouges. Là. Et comment est-ce que vous réagissez? Je pense que cet après-midi, la ministre Gobeil s'est rattrapée en disant quelque chose comme on se trouve dans une simulation parlementaire, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, ce qui a été présenté, c'est quand même un sommaire. C'est pas, tous les postes ne sont pas détaillés au maximum. Donc, effectivement, il y a pu avoir des erreurs dans le calcul. Je ne sais pas si c'est dans le sommaire ou dans le calcul que la critique a fait. Des erreurs d'addition, moi, ça me porterait à remettre en doute ma confiance que je porte envers ma ministre des Finances. Ça peut être une erreur de retranscription dans le sommaire qui a été présenté. Donc, ces erreurs-là, probablement qu'elles vont être corrigées ce soir. Ils sont présentement en commission parlementaire. Et là, on a les fichiers de base, on a les chiffres purs. S'il y a une erreur de retranscription, on va être corrigé en rien de temps. C'est pour ça, à la base, qu'on fait des commissions parlementaires. C'est quand même particulier quand on y pense de l'importance que le gouvernement rouge apporte à la dette et avoir cette balance de plusieurs milliards de dollars-là qui penche vers le déficit. Est-ce que ça doit nécessairement, j'imagine, amener en doute certains programmes qui coûtaient de l'argent à revoir dans le gouvernement? Est-ce qu'on va quand même avoir un déficit après la commission parlementaire de ce soir? Je suis convaincu qu'il n'y a pas de déficit dans ce budget-là. Je dis, peut-être que dans la retranscription, en additionnant les chiffres
je n'ai pas réadditionné moi-même tous les chiffres du sommaire qui a été présenté évidemment, aujourd'hui. Je vous appuie. Par contre, j'ai regardé les chiffres de base quand le budget a été créé par ma ministre des Finances, puis il n'y avait pas de déficit. Là, donc, ça va être corrigé tantôt, il n'y aura pas de déficit, ça c'est garanti. Là. Mais quand même, généralement, je reprends un commentaire qu'un de nos députés, M. Gabriel Lawrence-Brook, a fait cet après-midi en Chambre. Il nous disait, quand on voit qui finance le Parti des Rouges, on comprend le contenu de ce budget-là. Alors, est-ce que ça, on peut interpréter ça comme une façon de dire, dans le fond, la prospérité, elle va profiter seulement aux riches? Je pense que c'est toujours une préoccupation des Bleus, à savoir, est-ce que l'argent qu'on investit, toute mesure sociale, il faut savoir socialement, justement, à qui que ça va profiter. Parce que c'est possible de faire des mesures qui, en théorie, vont avantager les gens de la classe moyenne, vont avantager les moins nantis, mais que, par un concours de circonstances ou au niveau pratique, on va se retrouver à encourager énormément des gens qui sont beaucoup mieux nantis. Là. Si on pense au projet de loi 5 qui va permettre de choisir les programmes sociaux qu'on voudrait subventionner, vous ne trouvez pas que des mesures comme ça permet seulement de favoriser les personnes les plus fortunées? Pas du tout. Non? Tout le monde... Vous ne voyez absolument pas de lien là-dedans? Mais oui, il y a un certain lien d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, si l'année X, mettons l'année prochaine, on dit que c'est 5% qui est discrétionnaire sur le budget, puis qu'on propose aux gens les 5 derniers pourcents de votre rapport d'impôt, de ce que vous avez en impôt, c'est vous qui choisissez où est-ce qu'il va, parce qu'on a besoin du 95 premiers pourcents pour remplir le budget de base, et c'est vous qui choisissez qu'est-ce qu'on bonifie avec le 5% de plus qu'on a de discrétionnaire. Là, effectivement, certains vont payer plus, ceux qui payent plus d'impôts que d'autres ont plus de pouvoir, et ça, c'est parfaitement normal. Dans le sens, si tu donnes 1 million de dollars d'impôts au gouvernement à chaque année, c'est sûr que tu vas avoir un plus gros impact dans le programme que tu veux encourager. Un plus gros impact, mais il y a une différence à avoir entre un plus gros impact et un plus gros pouvoir. C'est pas normal qu'un individu... C'est normal. Comme le disait si bien mon ministre des Finances, on veut que les gens contribuent à la hauteur de ce qu'ils sont capables de contribuer. Parce qu'autant pour un riche qu'un pauvre, la pinte de lait va coûter la même chose à la fin. Puis si la personne qui est riche, qui fait 250 000 se retrouve à donner 50 000 en taxes et impôts, que la personne qui fait 20 000 par année se retrouve à donner la même proportion, ben on ne va pas se retrouver avec le même nombre de pintes de lait qu'on est capable d'acheter par année. Alors c'est pour ça qu'on a un impôt qui est progressif. Là. C'est pas le même pourcentage d'impôt. Et même si c'était le même pourcentage d'impôt, c'est un pourcentage, on n'a pas d'impôt fixe ici. C'est pas 5 000 pour tout le monde. En effet, c'est pas la flat tax. Bon, vous savez même si c'était une flat tax en pourcentage, le riche paye plus d'impôts que le pauvre quand même. En termes absolus, mais comme je dis, à la fin de l'année, le pauvre va être capable de se payer moins de pain de lait que notre riche. Oui. Puis il y a des besoins de base sur lesquels il faut respecter. Oui. C'est ça que ça va atteindre, une flat tax. Puis c'est pour ça qu'on a un impôt qui est progressif. Je sais. C'est bien que vous ayez brisé avec cette tradition rouge-là. Là. Et c'est à cause de débats d'idées comme ceux-là, j'aime ça, les esprits commencent à s'échauffer, qu'on a une commission parlementaire et probablement qu'on va se retrouver avec certaines modifications. Donc, on attendra impatiemment les résultats de cette commission-là demain matin. Je parle d'esprit qui s'échauffe parce que je pense à la crise démocratique qui a eu lieu hier soir. La crise s'est soldée ici même, avec un verre de scotch. Et cet après-midi, M. Bouchard, vous avez dit à l'Assemblée nationale que vous aimeriez avoir l'occasion de déguster un certain liquide avec M. le Premier ministre dans un avenir rapproché. Un liquide sirupeux foncé dans un avenir rapproché, oui. La référence que je faisais envers un nouveau verre de scotch au futur, ben, c'est dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ça peut être maintenant, si vous voulez, à défaut d'avoir un verre de scotch de liquide sulfureux. Noémie, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Écoute, c'est un vin blanc australien d'une cuvée du sous-sol. Alors voilà. Du cuvée du sous-sol de l'hôtel ici, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est une gracieuseté du DGSQ, donc pour vous remercier de votre travail. Alors, je m'excuse de ne pas avoir de scotch pour vous, mais quand même, ici, sur le plateau des couloirs du pouvoir, on a un bon verre de Wallaroo Trail, si je ne m'abuse pas. Donc, ça va être un peu pour détendre les esprits, si vous voulez, là, parce que je vous sens un peu tendu ces temps-ci, et puis vous avez passé une dure semaine, vous avez probablement pas beaucoup dormi cette semaine. C'est une belle façon de résumer les choses. C'est une belle façon de résumer les choses, mais ce n'est pas terminé. Donc, vous pouvez commencer à déguster. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur pour 2016. Vous aussi. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On a parlé un peu de votre changement de discours, mais vous avez quand même continué
d'exprimer votre désir de lutter contre le cynisme. En tout cas, il y a un de vos ministres, M. Pilon-Robitaille, qui a très clairement exprimé ça cet après-midi. Donc, vous pensez pas que c'est un discours contradictoire que vous avez en disant on a une fin heureuse? Je pense que du côté de la population, évidemment, toute cette situation-là soulève des doutes au niveau éthique et moral, ce qui peut évidemment agresser le cynisme en politique, mais reste une chose aussi que beaucoup de personnes se questionnent, c'est au niveau de la lenteur bureaucratique, au niveau des dédales bureaucratiques, et comme je dis, il y avait des élections partielles qui s'en venaient, et on ne veut pas que ça soit fait broche à foin. S'il y a bien une chose qui peut miner, qui pourrait miner l'image de la démocratie, c'est justement s'il y avait des failles dans le système démocratique, s'il y avait des failles au niveau de l'organisation. Mais c'est justement ces failles-là que les administrateurs démissionnaires ont dénoncées. Quand M. Bockwell parlait d'un électrochoc, il mettait le doigt sur le bobo, là. Vous ne trouvez pas? Bien, on parlait des pressions indues d'un individu. On parle que, puis je suis sûr que le premier ministre est d'accord avec moi, on parle d'un individu qui était le problème là-dedans. Ben, écoutez, encore dans les journaux ce matin, il y avait la phrase exacte qui disait « Les problèmes sont causés par l'organisateur Jean-Christophe Morin. » Et il est écarté. Qui est la seule cause ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être pas les mots exacts, là. Mais clairement, ce que dénonçait ce comité technique-là, c'était l'attitude de cet organisateur politique-là. C'est une solution temporaire. Je pense qu'on peut considérer que c'est une solution temporaire afin de régler quelque chose d'urgence. Par la suite, je pense qu'il va falloir s'asseoir pour... Je suis sûr et certain que M. le Premier ministre a exactement les mêmes craintes que moi, puis exactement les mêmes buts que moi à propos de vouloir lutter contre le cynisme en politique. Et ça pourrait être aller revisiter la loi au niveau du financement pour être capable d'avoir une situation légale. Puis je pense que M. Promis a déjà... On l'a vu de base par les projets qui ont été déposés aujourd'hui, que clairement, on est un gouvernement qui veut s'attaquer au cynisme politique. Il y a eu clairement une sonnette d'alarme qui a été tirée par la démission en groupe. Mais après ça, est-ce qu'il faut prendre ce message-là comme un tout en se disant que tout ce qui a été dit à ce moment-là est complètement vrai? Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même regarder les deux côtés de la médaille. Il faut aller un peu plus loin quand même que juste regarder le message exact mot pour mot des démissionnaires en se disant « ils ont parfaitement raison ». Il faut suivre ces recommandations-là à la lettre. Il reste que la plupart de ces administrateurs-là étaient à la toute fin, 6 ans et demi de leur mandat sur 7. Ils essayaient de se faire remettre en poste. C'était pas le cas pour tout le monde. Ils n'avaient pas tous la confiance de la Chambre pour être renouvelés dans leurs fonctions. Je pense que le message qu'ils ont dit part probablement d'une vérité. Ça, je veux pas en douter. Sauf que est-ce qu'il faut suivre à la lettre toutes les recommandations? Je ne pense pas. Il y a enquête à avoir avant de modifier de fond en comble, clairement. Est-ce qu'enquête va avoir lieu? Mais enquête va avoir lieu. Encore là, est-ce que c'est le moment de mettre des millions dans une enquête publique? Peut-être pas. Ça fait longtemps que l'Assemblée nationale... On pourrait peut-être mettre 170 000 dans l'enquête publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça coûte un peu plus cher que ça, une enquête publique. Mais ça serait déjà ça pour commencer. C'est juste un petit start-up. Je sais pas si Guillaume Raymond coûterait pas cher si jamais vous l'approchez. Bon, OK. On peut nommer Guillaume Raymond comme enquêteur spécial du gouvernement. OK. Non, mais tout de même, en tout cas, pour l'instant, pour citer l'éditorialiste de l'autre journal, oui. Est-ce que tout va bien? Non, bien sûr que non. La façon dont il a écrit tout va bien. On a presque cité en chambre en disant je pense qu'il y a exagération du ton par les éditoriaux. Ce matin, vous aurez remarqué presque tous les éditoriaux ce matin avaient un ton, mais ô combien alarmiste. On a écouté certains témoignages aussi de gens dans la rue qui ont même dit qu'ils voulaient noyer leur chagrin dans un flot d'alcool comme vous l'avez fait hier soir. Vous n'avez pas vu ça aux nouvelles, hein? Non. Vous devriez écouter PQS. Je devrais écouter PQS un peu plus souvent. Donc, vous excuserez, mais mon horaire chargé des derniers jours... Ça, j'en doute pas, Monsieur le Premier ministre. Donc, ça serait faux de dire que vous avez acheté la paix en nommant ces deux personnes. Écoutez, là, on va revenir tantôt sur la notion d'urgence qu'il y avait hier soir. Okay. Les élections partielles sont commencées. Ce qui était le plus urgent, c'est de trouver des gens de confiance qui allaient pouvoir diriger le directeur général du scrutin du Québec. Et ça, c'est ce qui était urgent, qui devait être fait ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le chef des Bleus est un excellent parlementaire et qu'il a su mettre de côté la partisanerie, comme on a fait aussi, pour trouver une solution rapide à la crise. Et ensuite, il sera toujours temps de se retourner et d'enquêter sur les causes de base qui ont pu créer la crise. Je suis très content que vous parliez des personnes de confiance que vous avez nommées, parce que ces nominations qu'on peut qualifier de partisanes à la tête du DGSQ, les deux nouvelles personnes que vous avez nommées hier soir, d'une part, on a Janet Ross, qui a déjà été candidate bleue dans Montarville, et d'autre part, M. Noah Goldman Levenstein III, qui a déjà été candidat rouge dans Grou. Vous pensez vraiment que ces nominations-là
vont permettre de rétablir la confiance dans la population envers cette institution-là. Alors qu'on parlait d'un électrochoc là, tout à l'heure pour vraiment décrier qu'il y a trop d'influence partisane dans les institutions qui sont censées être neutres. Mais je ramène encore une fois le caractère urgent, puis il fallait avoir quand même un minimum. On parle des directeurs du DGSQ, ils vont avoir une vague de fonctionnaires évidemment embauchés pour que les élections puissent avoir lieu, mais il faut avoir des gens donc qui connaissent un peu la paritatique, qui connaissent un peu comment ça fonctionne des élections, parce qu'à ce niveau-là, ces gens-là ont une connaissance de base à ce niveau-là. C'est des gens envers qui je pense que dans une organisation bicéphale comme ça, ils vont être capables de swatcher. Donc, est-ce que les gens vont continuer de voter malgré tout? Moi, je pense que oui, parce que ces gens-là, on parle pas des anciens staffers politiques ou des gens qui ont siégé avec nous. Ils se sont présentés, je vous rappelle. C'est des candidats. Ils ont siégé avec vous, mais ils ont presque. C'est des candidats. Je vous rappelle les circonscriptions. Un candidat bleu dans Montarville, alors que Ariane Hunter-Meunier a eu la circonscription sur combien d'élections consécutives. Même chose pour M. Lewinstein, qui était dans Groux, la circonscription de M. Leblanc pendant combien d'années. On parle pas des candidats vedettes qui ont été très importants dans les partis. Là. Et d'un autre côté, au Québec, présentement, on ne va pas se le cacher, il n'y a que 2 partis forts. Si vous cherchez une personnalité qui s'est tenue moindrement proche de la politique dans les 20 dernières années, vous allez nécessairement tomber sur quelqu'un qui a flirté à un moment donné avec les Bleus ou avec les Rouges. Très bien. Donc là, j'ai un premier ministre et un chef de l'opposition officielle, et également premier ministre, excusez-moi, qui me disent que une décision comme celle-là, la solution que vous avez trouvée ne va pas alimenter le cynisme que vous-même, vous deux, avez dénoncé tout au long de la semaine. Mais là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le citoyen Pierre-Olivier Campagna, qu'est-ce que le citoyen Francis Bouchard, vous n'avez jamais été premier ministre, chef de l'opposition officielle, vous n'avez jamais siégé à l'Assemblée nationale, au Parlement étudiant de Québec, quel est votre avis par rapport à ce cynisme-là? Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que vous le ressentez au quotidien, M. Campagna? Bon, c'est sûr que oui, il y a encore un certain cynisme, comme je disais, il reste qu'il y a juste 2 partis qui passent du pouvoir d'un à l'autre à une fréquence énorme depuis plusieurs années. C'est sûr que ça donne l'impression d'un œil extérieur que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent au pouvoir. Mais de là à dire que clairement il y a un problème, il y a quelque chose de non éthique, je pense pas. Mais je pense qu'au niveau du cynisme, on le vit. Je pourrais dire au niveau personnel, moi j'avais dans Blainville, évidemment, dans ma circonscription, et qui est en banlieue de Montréal. On considère ça la grande agglomération de Montréal, mais je visite énormément le Québec, évidemment, puis quand on passe dans les régions, on va souvent entendre de toute façon, tous décident à Montréal, parce que c'est eux qui sont le plus. Et c'est justement pour ça qu'on a amené un projet de loi qui est maintenant rendu une voie instaurant la Haute Chambre nationale, afin de créer un organe qui, même si l'opposition rouge à l'époque avait décrié en parlant qu'il y avait des différences de proportion au niveau de la population, mais c'était le but. C'était le but d'avoir une représentation régionale. Je vous rappelle qu'on a quand même laissé les poids régionaux dans nos amendements, mais que par exemple du 1 pour 55, ça commençait à être intense. Vous voyez encore là, ce sont des beaux discours de politiciens que vous êtes en train de nous livrer, mais si vous n'aviez jamais flirté avec le pouvoir, est-ce que ça vous passerait à l'esprit de vous dire le gouvernement se fout de nous, le gouvernement n'a pas nos intérêts à cœur, je suis découragé, j'ai plus envie de voter parfois? Je pense que c'est possible qu'il y ait bien des citoyens qui le pensent, mais on essaie de faire tous les efforts possibles. Je me mets dans la situation du citoyen Bouchard. Je me dis, ils ont moins changé des choses. Bouchard qui est en train de faire son ADN, là. Vous êtes en processus d'apprentissage. Vous avez presque atteint l'âge mûr. Vous allez aller faire un plan quinquennal dans le Nord. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la classe politique? Mais au moins, il y a des changements. Puis au moins, ils font pas quelque chose tout de suite qu'on va se retrouver à payer pour je sais pas combien d'années parce qu'ils ont voulu faire ça tout de suite pour faire plaisir au monde. OK. C'est pensé. T'sais, au moins, ils veulent pas faire les choses vite pour qu'on s'en débarrasse puis lancer un os dans le coin d'une chambre et qu'on soit occupé avec ça. Donc, le citoyen Bouchard a hâte d'atteindre le droit de vote là, quand il a 16 ans maintenant. Oui, je peux vous dire que j'ai pas manqué un droit de vote. Là. OK, très bien. Et le citoyen Campagna, lui, quand il est en train de faire son ADN, peut-être qu'il sera au blé si jamais... Si jamais vous aviez envie de décrocher de la philosophie, notamment. J'ai toujours été un bon étudiant de philosophie avec beaucoup d'intérêt pour la matière, j'avoue, même si je me suis dirigé dans un autre domaine après. Je pense que j'ai toujours été, et là je sors complètement de
tout le background politique Oui, que j'ai fini par faire. absolument. Mais j'ai toujours été intéressé à me dire, oui, le gouvernement pourrait faire mieux, mais je pense que je veux aller voir de l'intérieur comment ça se fait, je veux m'impliquer, aller voir qu'est-ce que ça donne. Et si j'étais, par exemple, remettez-moi à 16 ans, oui, j'ai hâte d'aller m'impliquer, voir est-ce que à quel point c'est facile de faire plus, parce que ça a l'air facile de l'extérieur. Mon Dieu, moi j'aurais fait ça comme ça, ça aurait été tellement plus évident. C'est un peu... Puis il y a plein de contraintes une fois que tu es rendu là. Mais je ne le sais pas encore étant donné que j'ai 16 ans. Donc, voilà. C'est comme regarder la vie d'un joueur de hockey. C'est comme regarder la vie d'un joueur de hockey. Mais pour moi, on se dit, l'extérieur, on se dit, ah, mais qui ne voudrait pas avoir la vie d'un joueur de hockey? C'est payer des millions de dollars pour jouer au hockey. Mais pourtant, on parle de gens qui, si on se met à les suivre pendant une couple de jours, ces gens-là se lèvent à des heures dérisoires pour aller après ça s'entraîner, après ça aller au gym, aller voir toute l'équipe et tout ça, ça va retourner très tard le soir. C'est oublié tout ce qui vient avec la notoriété, hein, puis de vie privée et tout ça. Exactement. Donc c'est peut-être ce que vous avez appris en vous impliquant jusqu'à maintenant au Parlement étudiant de Québec, peut-être ailleurs dans d'autres sphères de la politique. Sur ça, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Bouchard. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur l'autre Premier ministre. En tout cas, c'est vous Monsieur le l'autre. Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. On verra ce que l'autre journal a à dire sur vous demain matin après cette entrevue, cette fois-ci. Et donc, je remercie Noémie Laurando, qui est à la caméra et à la réalisation ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Prisca Benoît, notre directrice multimédia. Et pour poursuivre l'expérience de l'émission On cuisine les chefs, je vous invite à nous envoyer vos meilleures recettes de grillade par courriel. Sur ce, une très bonne fin de soirée. Que vous partagerez avec les chefs d'ailleurs. Surtout que l'image sur Les ma chefs porte étant assez fans de grillade, si je me rappelle bien. T'as-tu vu l'image sur ma porte de chambre? Oui, C'est les chefs. Oui. Allez, vous soupez, on peut aller au steakhouse. Si vous voulez. Encore sur le bras de les coulisses du pouvoir. Du DGSQ. Du DGSQ. Voilà. Maintenant que vous avez quelqu'un de partisan à la tête, il va peut-être vous envoyer une petite subvention. Ben non, ils peuvent pas prendre de décision. C'est bicéphale. On jase. Ils peuvent pas prendre de décision s'ils sont pas d'accord. Encore, non, mais... Ils peuvent pas prendre de décision sans penser. OK, bye bye, bonne soirée.